Mais déjà la première question que je me pose, au début, j'avais fait, une gestion sous mandat, mais je me demande la question que je me pose, est-ce que je peux l'annuler et faire une gestion libre? Est-ce que ça n'aura pas un impact sur mon compte ou je continue comme ça? Donc, en réalité, vous pouvez changer de gestion. Vous pouvez passer de la gestion sous mandat à une gestion libre sans aucune conséquence. Pas d'impact, d'accord. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question est que là, moi, je suis, d'après avoir suivi vos vidéos, vous avez quand même été très clair, mais là, je me demande également, est-ce que si j'ai remarqué même avec les fonds communs de placement que j'ai eus depuis 2020 et je les ai laissés, j'ai vu que, ces titres se sont multipliés quand même par 2 au fil du temps. Donc pratiquement 2020-2021, 2023, début 2023 où je l'ai consulté, c'était multiplié par 2. Donc je me dis réellement que, l'analyse fondamentale est mieux, à mon avis, que, l'analyse technique si je veux réellement investir. Mais déjà dites-moi, avec quel capital pensez-vous, est-ce que c'est mieux de faire des versements périodiques, genre une épargne, une partie de l'épargne sur les fonds communs de placement ou sur des titres porteurs sur du long terme, bientôt 3 ans, 10 ans, ou réunir d'abord le capital sur soi et après faire un dépôt unique sur les comptes titres, les actions qu'on aurait choisies. Ça, c'est ce que j'aimerais demander comme, conseil. J'aimerais avoir votre avis, en quelque sorte. Donc, ce à quoi vous faites référence ici, en réalité, c'est une stratégie d'injection de liquidité au marché. La première stratégie, ça a un nom, c'est le dollar cost averaging. Donc, investir dans identique à des périodes déterminées, d'accord, régulièrement, quoi. Et la seconde stratégie, c'est le lump sum. Déterminer un gros montant qu'on va investir à un seul moment, peut-être de l'année, voilà, ce genre. Et donc, quelle stratégie vous tient le mieux, ça dépend de vous. Donc, si vous avez un problème avec l'épargne, c'est-à-dire conserver de l'argent sur le mieux, c'est d'injecter régulièrement du capital sur le marché pour ne pas avoir à garder un gros montant avec vous. Mais si vous n'avez pas ce problème-là, alors gardez la liquidité avec vous et ensuite injectez le gros montant une fois dans l'année. Mais cette seconde option-là demande de pouvoir timer le marché. Pas trop cela. Donc, ça demande d'évaluer à peu près à quel moment de l'année l'action est, on va dire, la moins chère. Et on estime qu'on peut vraiment prédire ça. D'accord? D'accord, c'est compris. Merci. Je laisse les autres participants. Voilà. Oui, bonjour à Pape, bonjour à tous. Merci, moi je suis nouvelle sur la BRVM et je veux juste retourner la question qui a été posée sur le forum, à savoir, bon, moi j'ai opté pour Bridge Bank, donc je voudrais savoir et gestion libre aussi, donc je voudrais savoir s'il y a une option qui propose le réinvestissement automatique des dividendes, parce que je trouve que ça c'est très intéressant et ça permet de ne pas avoir à s'en préoccuper en fait. Voilà, c'est automatique, c'est généré automatiquement. Donc vraiment, c'était pour savoir ça. Merci à toi, Papa. Je ne sais pas. Je voulais demander dans le groupe à des gens qui sont à Bridge Securities, mais je n'ai eu aucune réponse. Mais mon intuition, c'est que c'est non. Je ne crois pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des SGI qui proposent cette option-là. Parce que ça implique de pouvoir définir une politique d'investissement. Donc, de dire, si j'ai tel montant dans mon portefeuille, je veux que ça aille en priorité à telle action ou à tel FCP, bien à telle obligation. Ce genre d'option-là, je ne crois pas que les soient déjà à ce niveau-là. Donc, non, je ne crois pas que ce soit déjà possible. D'accord. Donc, peut-être pour prolonger, merci à toi, Papa, pour la réponse. Donc, et pour prolonger la réponse, et sinon, dans ce cas, comment le faire? Comment est-ce qu'on peut réinvestir? Bon, comme je dis, je suis nouvelle.
je n'ai pas encore utilisé vraiment, je n'ai pas la maîtrise de la plateforme. Comment réinvestir ces dividendes? Voilà. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est de réinvestir manuellement. Donc, quand vous encaissez des dividendes ou des plus-values, vous commencez par passer des ordres encore tout simplement avec ces montants-là. Donc, si c'est une plus-value, par exemple, vous savez que vous aurez une plus-value. Donc, vous savez quelle date il faut passer. Ou si c'est des dividendes, on vous l'annonce à l'avance. Donc, vous savez aussi quelle date vous aurez les dividendes. Vous aurez aussi à passer les autres pour consommer ces dividendes-là. Oui, bonjour, monsieur Apakochapa. Excusez-moi, je demandais quels sont les bons moments d'investissement en bourse? Parce que j'aurais appris que c'est lors des détachements de coupons et puis pendant la période de décembre. Est-ce vrai? Merci beaucoup. Alors, effectivement, acheter des actions après le détachement est peut-être une opportunité. D'accord? Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est après le détachement des dividendes, la BRVM va placer l'action à un prix au cours de l'action moins les dividendes. D'accord? Donc, si avant le jour des dividendes, c'est 1000 francs le cours de l'action, on doit vous payer 200 francs. À la fin de la journée des dividendes, l'action va coter à 1000 francs moins 200. Donc, 100 francs CFA et 200 francs vous seront envoyés dans votre portefeuille. Donc, généralement, l'action ne va même pas coter à 800. Il y a plein de gens en temps qui ont acheté l'action juste pour les dividendes. Ces personnes-là aussi vont commencer par quitter l'action, ce qui va faire baisser le cours de l'action en dessous des 800. Et donc, c'est effectivement une opportunité pour entrer. Alors, pour le second, le mois de décembre, effectivement, ça aussi, c'est une opportunité. Si on considère les deux acteurs qu'il y a sur le marché, là, je parle des gros et des petits, gros poissons, les institutionnels, fin d'année, ils ont tendance à encaisser les plus-values ou les moins-values. Donc, tout ça pourquoi? Pour alléger leur imposition. Donc, s'ils encaissent des moins-values, par exemple, ça va affecter leur plus-value générale. D'accord? Et si ça affecte, ça va diminuer la plus-value générale. Ça diminue la plus-value générale, c'est le taux d'imposition, enfin, l'impôt qu'ils vont payer sur cette plus-value-là qui va diminuer. Et donc, tout ça fait baisser le marché. Du point de vue des petits poissons particuliers, c'est la période des fêtes. Hein. Donc, il y a plein de gens qui vont sortir de l'argent du marché également pour aller acheter des appareils électroménagers, c'est-à-dire profiter de promotion de fin d'année. Et donc, effectivement, on a constaté le mois de décembre, c'est un mois où la capitalisation des marchés boursiers baisse partout dans le monde. Ce n'est pas que chez notre bourse. Oui, tout à l'heure, tu parlais de détachement. Le détachement, c'est quoi? Et c'est à quel moment précisément le détachement des actions? Parce que c'est comme un thème, c'est la première fois que je viens de l'entendre. Donc, j'aimerais avoir plus d'explications par rapport à ça. Juste terre à terre. Ce que nous appelons détachement, c'est tout le fait que la BRVM va enlever du prix de l'action le montant du dividende. Donc, si avant, le jour du dividende, l'action est à 1000 francs et qu'on doit vous payer un dividende de 200, le jour de l'action, la BRVM va enlever les 200 francs en question du coût de l'action, donc des 1000 francs. Et donc, l'action va coter à 800, juste après le détachement des dividendes. Donc, c'est cette opération-là, d'enlever le montant de l'action du coût de l'action qui est appelé détachement des dividendes. Et c'est une opération mécanique. Ça arrive sur toutes les bourses. Pas propre à la BRVM. C'est comme ça que les bourses fonctionnent. Ok, donc c'est un moment idéal pour en acheter encore plus, pour augmenter ses actions. Donc, la réponse, c'est oui. Mais ce n'est pas la raison que vous avez à l'esprit actuellement. Ce n'est pas parce que l'action cote à 800 au lieu de 1000 francs que c'est le moment idéal pour l'acheter. Pourquoi? Parce que, en gros, la distribution des dividendes est une opération neutre. Parce que même quand vous avez 800 comme coût de l'action, en réalité, vous avez 200 francs dans votre portefeuille. Donc, presque rien n'a changé. D'accord? La raison pour laquelle c'est une bonne opportunité, parce que quand l'action va coter à 800, ça, c'était dû à la BRVM qui fait son détachement. Et ensuite, il y a eu plein de gens qui ont acheté l'action juste pour les dividendes et qui vont commencer par sortir de l'action le même jour-là. Et donc,
l'action ne va pas s'arrêter à 800. L'action va descendre en dessous des 800 parce que ces gens-là qui étaient là juste pour les dividendes vont commencer par sortir. D'accord? Et donc, finalement, on ne sera pas à 800, on sera peut-être à 700 ou même 600. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi c'est une bonne opportunité intelligent, en fait, de rentrer dans l'action après le détachement des dividendes. Ok. Après avoir je ne sais pas, je continue ou bien je laisse la parole à Allez-y. d'autres personnes. Alors, après avoir suivi une de vos vidéos en parlant du nantissement, j'ai appelé mon gestionnaire de compte titre et je lui ai expliqué cela. Maintenant, je dis, l'intérêt, comme vous l'avez dit, c'est qu'on a un capital. Au niveau du nantissement, le taux d'intérêt ne serait pas plus cher que si on le prenait nous-mêmes ailleurs, on faisait nous-mêmes le prêt ailleurs, ça ne coûterait pas plus cher. Je ne sais pas. J'ai tourné ça dans tous les sens. En fait, je suppose que j'ai un capital déjà de 200 000 sur mon compte titre, d'accord, qui tourne. Faire un nantissement, le nantissement va me donner peut-être 200 et 150 000 et je veux le réinvestir en actions. Mais par contre, je vais payer combien à la fin? Est-ce que je paye exactement ce que j'ai emprunté? Ce qui, je ne crois pas que ce soit le cas, mais avec plus d'intérêt. Mais qu'est-ce que je gagne? C'est vrai que ça va fluctuer au fil du temps. Les actions que je vais acheter à T0, mais au moment du remboursement, je serai en train de rembourser mensuellement. Bon, je ne sais pas. Quel est l'avantage en fait du nantissement? Quel est l'avantage réel? Alors, déjà, il y a 2 cas. Donc, le premier cas, c'est quand vous faites le nantissement, vous décidez l'argent en dehors de la BRVM, donc dans un autre projet. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, votre question ne se pose même pas. Il n'y a pas de comparaison à faire sur la cherté du prix de l'action en cas de nantissement ou dans l'autre cas. D'accord? Alors, donc, la seconde option, c'est quand vous faites pour réinvestir sur la BRVM. D'accord? Là, effectivement, si vous calculez le prix moyen de revient de vos actions, ce sera plus élevé que si vous utilisiez vos fonds propres pour investir directement dans ces actions-là. Clair? Hein? L'intérêt ici, c'est qu'il y a des considérations que vous pouvez faire pour faire en sorte que cette opération soit vraiment rentable. Et donc, ce que moi je fais, je vais essayer de prendre le crédit nantissement quand le coût de l'action est le plus haut possible. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce que le volume du crédit nantissement que je peux avoir, ça dépend de la taille de mon portefeuille. Quand le coût de l'action est le plus haut possible, portefeuille est le plus gonflé possible, donc le plus gros possible. Et donc, je peux avoir le plus de crédit, hein, nantissement possible. C'est pourquoi je veux faire ce crédit-là quand le coût de l'action est le plus haut possible. Alors, mais je n'investis pas automatiquement. Je vais investir ce crédit nantissement-là quand le prix de l'action sera le plus bas possible. Pourquoi je vais faire ça? Parce que plus le prix de l'action est bas, plus je pourrais acheter d'actions. D'accord? Et vous voulez veiller à ce que l'écart entre le moment où vous faites l'écart en termes de francs CFA, entre le prix de l'action au moment où vous faites le crédit et le prix de l'action au moment où vous injectez le crédit nantissement sur la BRVM, que ça dépasse les intérêts que vous aurez à payer pour ce crédit nantissement-là, pour que l'opération soit rentable. D'accord? Et donc, c'est beaucoup de timing et beaucoup de calculs qu'il faut faire. Donc, on ne fait pas un crédit nantissement juste comme ça et on commence à investir sur le marché. Effectivement, c'est une très mauvaise idée d'y procéder comme ça. Quand on est prêt à faire ces considérations-là, on peut finir dans un scénario où l'opération est très, très rentable. D'accord? Ok, donc en résumé, si je comprends bien, prendre l'action prendre le nantissement au moment où les actions que je vise sont au plus haut, demander le nantissement à ce moment-là. Maintenant, un autre truc qu'il faut compléter ici, c'est que le crédit nantissement, le taux du crédit nantissement est à Africa Boost tout au moins de 1,5% dégressif par mois. D'accord? Donc, ça vous fait à l'année un peu moins de 10%, donc 9, et quelques pourcents par mois.
Et il faut savoir que c'est Financia, la société mère de Africa Boost, qui est une microfinance, qui vous fait ce prêt-là. Donc 9% et quelques par mois, hein, pour une microfinance, c'est un taux super. Venez, il n'y a pas de microfinance qui vous fasse un prêt à 9%, 9%, 9% poussière par mois, on est d'accord? Ça, c'est le taux que vous offrent les banques traditionnelles. D'accord? Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est intéressant en fait de faire ce crédit. L'autre avantage, en fait, c'est la facilité à apporter une garantie. Parce que si vous allez voir une banque traditionnelle, par exemple, très vite, on va vous demander de nantir, donc de mettre en garantie vos salaires futurs, ou bien d'apporter un bien immobilier. D'accord? Donc, vous n'avez peut-être pas la possibilité de faire cette opération-là. Et donc, or, vous avez justement déjà un portefeuille. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà, vous n'avez pas réfléchi à comment faire, non. Le prêt est disponible tout de suite parce que vous avez déjà la garantie. Donc, ça, c'est le deuxième avantage à faire un crédit d'anticipation. Oui, M. Chapa, oui. Coach Chapa, je demandais, est-ce que pour quelqu'un, par exemple, qui veut investir à long terme, hein, mais qui veut investir peut-être régulièrement, chaque fois, chaque mois et autres, est-ce qu'il est obligé, par exemple, de tenir compte, par exemple, de la valeur réelle de l'action, c'est-à-dire de toujours attendre au détachement, comme on l'a dit, pour investir, ou bien est-ce que, voilà, est-ce qu'il peut investir automatiquement chaque mois, quel que soit le coût de l'action? Merci. Donc, effectivement, si vous voulez investir sur le long terme, timer le marché n'est pas vraiment une option, on est d'accord? Donc, ce que vous voulez faire, c'est peu importe que vous fassiez du dollar cost averaging, c'est de faire une étude d'abord pour déterminer quelle place de prix se situe la valeur intrinsèque de votre action. Et quand vous l'avez déterminé, vous voulez juste acheter l'action à chaque fois que l'action cote à moins, je veux dire en dessous de cette plage-là. Donc, à moins de la valeur intrinsèque de cette action. Donc, c'est ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il y ait détachement ou bien décembre avant d'acheter des actions. Après détachement ou décembre, c'est des moments où il y a le plus de chances que l'action soit décotée. Pas le seul moment. Donc, On a dit, vous avez dit qu'on pouvait investir chaque mois sans vraiment tenir compte du prix de l'action. Ben, la seule chose que bon, j'ai remarqué ces derniers temps, j'ai trouvé que quand le S1, c'est-à-dire le bilan trimestriel ou semestriel sort, généralement l'action monte et après il redescend. Bon, je me dis pour quelqu'un qui investit peut-être chaque mois, avec cette fluctuation-là, est-ce que ça ne peut pas agir sur son portefeuille à long terme? donc, la réponse, c'est oui. Et ce qu'il faut compléter, c'est que ce n'est pas important qu'il y ait ces fluctuations-là. Que de toute façon, vous êtes déjà en train d'acheter l'action quand elle est décotée, quand elle vaut moins que sa valeur intrinsèque. Donc, on va prendre un exemple tous. Dans le marché d'Adjamé, on suppose que le manioc, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, que 1 kilo de manioc se vend à entre 1000 francs et 1200. C'est que la valeur intrinsèque du produit, c'est entre 1000 francs et 1200. Maintenant, vous tombez sur une dame qui est prête à vendre ce produit-là à 700 francs. Et dans la négociation, vous tournez autour de, je ne sais pas, n'importe quoi, 725, 700, des trucs comme ça. Donc, des fluctuations dans la zone de 700 francs CFA. Mais est-ce que c'est vraiment important d'acheter, de décider j'achète à 700 ou 725 quand on sait que la valeur intrinsèque est entre en réalité 1000 francs et 1200? La réponse est non. Ces fluctuations sont en fait bénignes par rapport au gain que vous êtes déjà en train de réaliser, puisque de toute façon, on est déjà sur un produit. Oui, je reviens et par rapport à la valeur intrinsèque des actions. Bon, j'aimerais savoir comment c'est calculé. En fait, la valeur intrinsèque, est-ce que ce n'est rien d'autre que la valeur, euh, euh, la valeur réelle des actions dans la vraie vie, en fait? C'est ce que ça vaut réellement en réalité dans la vraie vie ou sa réelle valeur, c'est déterminé par qui, en fait, la valeur intrinsèque? Parce que sur la plateforme Richebourse, j'ai vu la valeur intrinsèque, par exemple, de Coris Bank est à 12 357.
Par contre, sur le marché, actuellement, c'est à 8 000 et quelques. Bon, je ne l'ai pas vérifié depuis ce matin. J'aimerais comprendre un peu la notion de valeur intrinsèque, s'il te plaît. Et donc, c'est une question fondamentale. La valeur intrinsèque sur le marché, c'est déjà n'importe qui voudrait investir sur un marché financier, c'est la première chose à laquelle on devrait, en fait, sur laquelle on devrait s'attarder. Ce que je vais payer, en réalité, combien ça vaut, c'est quoi sa valeur intrinsèque, avant même de penser à acheter ou pas. Et donc, ce que nous appelons valeur intrinsèque, on va dire que c'est très, très subjectif. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une valeur qui va beaucoup changer suivant plusieurs facteurs. Suivant son utilité, suivant sa disponibilité, suivant même, on va dire, la perception qu'on a de la valeur elle-même. D'accord? Donc, suivant son utilité, par exemple, je veux dire, un item n'a pas la même utilité pour tout le monde. Donc, pour certaines personnes, ce sera plus utile que pour d'autres personnes. Et donc, pour les personnes pour lesquelles l'item en question est très utile, ces personnes-là seront prêtes à acheter cet item-là à un prix plus élevé. D'accord? Pourtant, dans le même temps, les autres personnes pour lesquelles l'item n'est pas aussi utile que ça ne seront pas aussi offrants que la première catégorie de personnes. Pourtant, nous parlons du même item. Déjà, nous avons deux propositions de. Le deuxième truc, c'est la disponibilité. Le même produit, il est très disponible. Il ne va pas coûter au même prix que il devient rare. D'accord? Parce que s'il devient rare, son prix va tout de suite grimper. Pourtant, nous parlons du même produit. Le troisième truc, c'est la perception qu'on a de cette valeur-là. Et donc, je prends par exemple le cas de Facebook et WhatsApp. Alors, ici, on a vu Facebook acheter WhatsApp à 1 milliard de dollars, alors que tout le monde était d'accord que peu importe la valorisation qu'on fait à cette époque-là, ne valait pas 1 milliard de dollars. D'accord? Mais pourquoi Facebook rachète WhatsApp à 1 milliard de dollars? C'est parce que la perception qu'eux, ils ont de la valeur de WhatsApp n'est pas la même que le reste. D'accord? Parce que pour eux, jamais ils laissaient WhatsApp grandir. C'est une part importante de leur marché qui leur était arrachée. On est d'accord? Et donc, la perception qu'ils avaient de la valeur de WhatsApp était complètement différente du reste des investisseurs. Pourquoi ils étaient prêts à racheter WhatsApp, mais c'était pour le reste des mortels, hein, à un prix complètement surfait. D'accord? Donc, il y a plein de choses qui peuvent, comment dire, euh, faire changer, on va dire, affecter la valeur intrinsèque d'une entreprise. D'accord? Et donc, c'est complètement subjectif. Maintenant, l'autre chose que je veux préciser, c'est qu'un marché financier comme le nôtre va avoir une stratégie d'investissement qui va vous imposer une méthode d'investissement, qui va vous imposer une méthode de valorisation et donc qui va vous imposer une valeur intrinsèque. Donc, ça, c'est des choses que vous avez définies avant même de venir investir sur le marché. D'accord? Et donc, tout dépend de votre méthode de valorisation des entreprises. Et donc, ma méthode n'est pas la même que la méthode de Rich Boost, qui n'est pas la même que la méthode de la finance, qui n'est pas la même que la méthode de École de la Bourse. Merci beaucoup, Abba. Et ma question, c'est concernant deux actifs. J'entends souvent dans vos vidéos la corrélation entre deux actifs. Est-ce qu'il y a peut-être des études que vous avez déjà faites sur des secteurs d'activité qui ne sont pas compatibles? Par exemple, si je prends l'action telle d'un secteur, si je prends un autre, si ce secteur baisse, automatiquement l'autre va baisser. Est-ce que vous avez déjà peut-être une classification de ces secteurs ou bien c'est libre à chacun de... Donc, effectivement, il y a des secteurs comme ça sur le marché qui sont liés, on va dire. Donc, la baisse de l'autre va peut-être impacter l'autre ou l'un, si vous voulez, et qu'on sort des trucs comme ça. Mais ça, c'est de la macroéconomie, ça ne nous intéresse nullement. Pour quelqu'un qui veut investir sur le marché, on doit avoir une approche bottom-up. Ça veut dire quoi? Ce qui nous intéresse n'est pas la macroéconomie. Tout élément qui impacte directement la vie de l'entreprise. Or, ce n'est pas un élément qui impacte plusieurs entreprises à la fois ne nous intéresse pas. Je ne suis pas le seul à penser ça. Allez voir Warren Buffett, Peter Lynch, et consorts. On est tous du même avis. Et, par exemple, Warren Buffett prend l'exemple de Coca-Cola et dit j'ai investi dans Coca-Cola pendant, je ne sais pas, 70 ans. On est d'accord? Il est resté sur Coca-Cola pendant 70 ans et il a vu des guerres, il a vu des récessions, il a vu des tremblements de terre,
Il a vu je sais pas, il a tout vu. Tout ça s'est passé. Pourtant, son investissement sur Coca-Cola est l'un des meilleurs investissements qu'il a jamais fait. Et à quel point la macroéconomie, les grands événements comme ça ne nous intéressent nullement. Par contre, quelque chose qui impacte directement Coca-Cola, je veux dire, une autre entreprise qui apparaît et qui a une recette meilleure par rapport à celle de Coca-Cola, ça tout de suite, ça menace Coca-Cola. Mais un événement macroéconomique qui menace toutes les entreprises, mais pas spécialement Coca-Cola, ne nous intéresse pas. Et donc, vous allez voir, par exemple, que j'investis dans, et que c'est presque ma seule ligne d'action, Coris Bank, qui est au Burkina Faso, dans un pays où la sécurité, à l'heure actuelle, c'est pas ça. Hein. Et pourtant, c'est pas, pour moi, je ne pèse pas ça autant que le poids que je donne à cet événement-là, le fait qu'il y ait des djihadistes et consorts qui menacent la sécurité du pays, je ne valorise pas ça de la même manière que le reste des mortels. Pourquoi? Parce que ça, c'est un événement macroéconomique. Et justement, le marché n'a pas omis de sanctionner Coris Bank par rapport à ça. Nous, qui sommes là sur du long terme, nous savons que ça va passer. Que Coris Bank, de toute façon, ne va pas rester dans cet état éternellement. Et les coups d'État, dans 20 ans ou je sais pas, je dis juste en 10 ans, là, le Burkina Faso ne sera pas en train de faire des coups d'État d'aujourd'hui jusqu'à de ces 10 ans-là. Donc, c'est dire la macroéconomie, en tant qu'investisseur, mais royalement. Oui, monsieur Kochapa, oui. Bon, d'accord. Je demandais simplement quels sont les ratios de la bourse occidentale qu'on utilise, ou bien c'est sur la bourse de l'UEMOA. Est-ce qu'il y a des ratios simples qu'on peut utiliser pour avancer? Merci. Et donc, en soi, la manière dont la question est posée, elle n'est pas bien posée. Ce qui nous intéresse n'est pas de savoir quel ratio nous... Ce qui nous intéresse, c'est quelle stratégie d'investissement nous adoptons. Ça impose quelle méthode de valorisation et ça impose quel ratio. D'accord? Parce que n'oubliez pas, vous n'évaluez pas, par exemple, Coris Bank de la même manière que vous évaluez Nestlé. Parce que les deux actions n'appartiennent pas à la même catégorie. D'accord? Nestlé n'est pas un fast grower comme Coris Bank. Donc, c'est comme l'autre le dit, Peter Lynch, il dit que vous n'espérez pas d'un éléphant qu'il galope ou bien. Et qu'en bourse, c'est la même chose. Il y a des entreprises qui galopent en bourse et d'autres qui rampent. D'accord? Donc, pour faire simple, vous devez classifier l'action et suivant la classification que vous avez faite, vous évaluez l'entreprise. Donc, les ratios qui seront importants pour un fast grower, ce n'est pas ces mêmes ratios-là qui seront importants pour Nestlé, par exemple. Donc, catégoriser et ensuite utiliser votre méthode de valorisation pour cette catégorie-là pour déterminer quels ratios sont importants à observer pour cette entreprise-là. Ok. Je voulais rebondir sur, en même temps, sa question, même si elle n'est pas, je ne sais pas dans quel sens ça va, mais déjà pour quelqu'un qui veut démarrer l'investissement, il doit faire le choix de la SGI dans laquelle il va ouvrir son compte. Et donc, ce choix, pour moi, ce n'est pas on ne fait pas ce choix parce que la structure est belle ou bien elle est grande ou bien les couleurs sont jolies, non. C'est sur les frais qu'elle va couper, les commissions et tout. Est-ce que c'est pas dans ce sens qu'il veut poser sa question? C'est-à-dire, bon, pour moi, par exemple, je prends un exemple. Je vais ouvrir un compte titre. Je sais qu'il y a plusieurs sociétés de SGI. Au Burkina, moi je suis au Burkina, on a trois sociétés de SGI. J'ouvre dans laquelle je me dis, le choix est déterminé par les commissions que chaque SGI applique sur les transactions. Donc, lorsque je vais ouvrir, il y a le dépôt minimum. Ça, c'est la façade. Mais les commissions que chaque SGI, je sais pas, retranche à mes transactions d'achat, peut-être, ou de vente également. Est-ce que c'est pas de ça que lui veut parler? Je veux juste aborder dans son sens, quoi. Et donc, la question sur le choix de la SGI. Donc, en réalité, comparer les SGI uniquement d'un point de vue prix du service, ça ne suffit pas. Donc, ce n'est pas parce que la SGI a des commissions de courtage qui sont faibles
retenez cette SCI-là. La qualité du service est encore plus important encore plus importante que les frais que comment dire? Quel point les frais sont bas ou pas, d'accord? Et donc en Côte d'Ivoire, par exemple, tout le monde est unanime pour la SCI qui offre la meilleure qualité de service, Bridge Securities. Dans le groupe, les gens sont venus poser la question et plusieurs fois, on a eu la même réponse. Ça a été unanime que c'était Bridge Securities, d'accord? Bien sûr, des gens ont dit: «Moi aussi, ma offre de bonne qualité de ça», mais tout le monde est d'accord pour dire la meilleure SGI en Côte d'Ivoire, c'est Bridge Securities. Et donc ça sert à quoi d'avoir une SGI qui offre des commissions de courtage très bas, des commissions très basses, mais qui ne répond jamais à vos mails, qui ne répond jamais à vos appels, qui s'en fout pour pour exécuter vos ordres et consorts. Vous voyez? Donc la qualité du service est encore plus importante que le commission de courtage quand il s'agit de choisir SGI. Peut-être, moi, excusez-moi de prendre la parole comme ça. Moi, je pense qu'il faut faire moins d'opérations de vente et faire peut-être plus d'achats. Est-ce que c'est pas une stratégie? Ouais. Et attendre la fin de l'année et voir si on peut prendre quelque chose ou pas. Si réellement tu as besoin d'argent. Et donc effectivement, vous allez constater que les meilleurs investisseurs, hein, ont toujours eu cette tendance-là à acheter très rarement, d'accord? Et à vendre aussi très rarement. Ça veut dire quoi? Comme il le dit, Abraham dit, few bets, big bets. C'est-à-dire, nous investissons très peu, mais quand nous investissons lourdement. Ça, c'est notre formulation et c'est Charlie Munger qui le dit. Donc, vous voyez bien que c'est la raison pour laquelle vous faites ça, c'est vous ne voulez pas avoir à payer des commissions de manière régulière et consort et consort. Et non seulement ça, c'est que ça ne sied pas à votre stratégie d'investissement quand vous êtes vraiment investisseur sur le long terme. D'accord? Vous n'êtes pas un trader, vous n'êtes pas en train de faire des transactions à tout va. Et vous attendez vraiment et quand l'occasion se présente, mais vous y allez lourdement. Parce que comme le dit Charlie Munger, encore une fois, ça ne sert à rien, hein, d'y aller mollement sur une grosse opportunité. Si l'opportunité se présente et que vous la saisissez dans une moindre mesure, mais vraiment c'est une perte pour vous, un manque à gagner hein. C'est juste incroyable, quoi. Vous avez attendu l'opportunité tout ce temps, elle s'est présentée et vous n'avez pas fait grand-chose. Vous avez investi juste. Voilà, quoi. Alors, cas pratique, si j'ai un capital euh, de 1 million et je souhaite investir sur du long terme, du coup, aujourd'hui, quelle action serait très intéressant à acheter sur du long terme, disons 3 ans, plus minimum 5 ans? Bon, déjà, avec ce que j'ai déjà sur les fonds communs de placement, actions et épargne croissance, ça va. Maintenant, concentrer sur une seule action. Ça fait 3 lignes. Ça fera 3 lignes. Et donc, je vous propose 2 scénarios. Le premier scénario, c'est un scénario dans lequel vous investissez sur une action et l'entreprise derrière l'action a des performances spectaculaires, mais l'entreprise ne verse pas de dividendes ou si elle en verse vraiment, vraiment très peu. Elle est, comment on dit, avare en dividendes. Premier scénario. Alors, le second scénario, c'est le scénario dans lequel l'action en question, ou si vous voulez, l'entreprise derrière l'action n'a pas une croissance spectaculaire, c'est dans les normes, mais l'entreprise verse des dividendes conséquents de manière régulière, donc chaque année. Deuxième scénario. Alors, lequel vous sied le mieux? Lequel vous préférez? Pas forcément les dividendes, mais plutôt que la valeur des actions augmente. C'est ça le plus important. Parce que les dividendes, on les aura tout le temps, même si c'est minime, ou on peut ne pas les avoir. C'est plutôt sur la valeur des actions. Pourquoi pas multiplier le capital sur du long terme, même si c'est x2, mais x3. C'est ce que je
Et donc, si le premier scénario vous parle le plus, c'est que vous êtes plus intéressé par les fast growers. On est d'accord? Si c'est le second scénario, c'est que c'est les slow growers qui vous intéressent le plus. Les slow growers, c'est les choses les plus grosses sur la BRVM actuellement. Fast growers, c'est des actions comme Coris Bank, SIBC, d'accord? Et peut-être potentiellement EICEDA, on ne sait pas encore, on faut lui donner encore quelques années pour voir. Ou NCA Bank, éventuellement, il faut lui donner aussi quelques années. Que ça est en train de reprendre du souffle physique. Donc voilà. Moi, je demandais, Oui. quelqu'un qui fait du long-termisme, est-ce qu'il est nécessaire qu'il ait la plateforme, je sais pas, de trading, ou bien il y a une plateforme pour les actions là, pour La réponse est non. vendre? Donc la question sur l'utilité de la plateforme de bourse en ligne. Donc comme vous l'avez dit vous-même, tout dépend de votre profil d'investisseur, hein. Si vous êtes là pour du long terme, vous n'avez pas besoin de faire des transactions régulièrement et donc vous n'avez pas besoin de cette plateforme-là. Ce n'est pas indispensable. Africa Bourse, nous ne l'avons pas pour le moment. Bizarrement, depuis moi, par exemple, depuis le début d'année, bien que j'ai fait, j'ai fait des dépôts mensuels, je fais que vérifier tout le temps l'application. Je crois que je vais désinstaller cela. Donc effectivement, il y a des habitudes comme ça qu'il faut prendre ou éviter. D'accord? Donc par exemple, Monish Pabraï, dont je parle souvent ici, lui, il a pris comme habitude, par exemple, de ne jamais aller regarder ce qui se passe sur le marché quand il est ouvert. Donc, tant que le marché est ouvert, lui, il n'est pas à côté de son écran. Il n'est pas dans l'application pour regarder comment cette action évolue ou pas, non. Lui, il ne se met à vérifier ces genre de choses-là que lorsque le marché est fermé, quand il n'y a plus de mouvement. Il peut juste voir où le marché a clôturé peut-être un jour par semaine, ce genre de truc. Donc, c'est vrai, il y a des tentations. Il faut éviter au maximum ces tentations-là. Suivez la fluctuation des entreprises. C'est une habitude très, très néfaste pour vraiment là pour du long. Ça peut vous amener à multiplier le nombre de transactions finalement que vous faites. Alors moi, je reviens sur le nantissement, mais je crois que est-ce que les petites et moyennes entreprises sont informées de cette opportunité de pouvoir faire du nantissement sur un compte titre qu'ils ont et pouvoir lever des fonds? Parce que j'ai compris que il n'y a pas trop de communication autour et c'est un mythe. De toute façon, beaucoup de gens ne maîtrisent pas, ou bien c'est l'impression que j'ai. Il y a des statistiques. Aux États-Unis, c'est seulement 13,13 aux actions africaines. Spectaculaire, quoi. On est d'accord? Complètement normal la situation. Nous sommes en train de... Et c'est vrai, pas beaucoup. D'accord. Parce que beaucoup de personnes veulent faire des prêts, mais forcément n'ont pas la garantie. Mais ils ont peut-être un petit capital et ne savent pas comment procéder. Et il y a d'autres petites entreprises qui n'achètent, qui peuvent même déjà commencer à acheter, comme vous l'avez dit, des actions et sur le long terme, lever des fonds à des taux très intéressants. Par exemple, je prends par exemple le cas de mon cas par exemple, prendre 2 millions à Vital Finance, 2,5, c'est énorme, 2,5 dégressif, c'était vraiment énorme à payer. Alors que si j'avais cette information, par exemple, on pourrait lever ces fonds-là directement sur un compte titre. Ce sera beaucoup plus intéressant. Ah, J'aimerais savoir réellement, de façon, quelles sont les étapes pour le nantissement d'un compte titre.
brièvement, pas simplement. C'est-à-dire, j'ai un compte titre, je veux obtenir du crédit. Quelle est la procédure de façon simple? Alors, comment faire le nantissement? Déjà, il faut demander si c'est possible de le faire dans votre SGI. Par exemple, nous sommes à Africa Boost et ce n'est possible que parce que la Financia, qui est la société mère de Africa Boost, qui est en réalité une microfinance. Et donc, c'est facile pour eux de mettre en garantie les portefeuilles des clients d'Africa Boost et de leur offrir des prêts en retour. Donc, au Bénin, par exemple, il y a Coris pour la même chose en partenariat avec BOA Bénin. Donc, BOA Bénin met en garantie votre portefeuille à Coris Boost et vous octroie des crédits, des prêts. Donc, il faut demander à votre SDI, partenariat avec Microfinance, banque, faire ce genre d'opération. Et quand ils l'ont maintenant, il faut demander à quelle hauteur peuvent-vous ce genre de prêt-là. Donc, à Africa Boost, par exemple, si vous avez un portefeuille totalement en action, c'est entre 50 et 60% de votre portefeuille qu'on peut vous donner en crédit. Et si c'est un portefeuille complètement en obligation, si je ne me dis pas n'importe quoi, je crois, c'est entre 80 et 90% pour des obligations. Donc, voilà les deux choses à demander. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils ont un partenariat avec une microfinance comme ça? Et à quelle hauteur ils peuvent consentir à un crédit nantissement? Non, moi, à mon avis, les entreprises qui ne versent pas forcément des dividendes le réinvestissent dans l'activité de l'entreprise parfois. Donc, d'après les vidéos que vous avez faites, Monsieur Soro, c'est ce que moi j'ai compris également. Vu que je suis comptable de formation, j'ai vu également qu'ils peuvent le réinvestir dans l'activité de l'entreprise pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires et tout. Ça dépend de la politique de l'entreprise. Donc, ça, on ne peut pas déterminer ça forcément. C'est pour ça, les dividendes, ça vient ou ça ne vient pas, on accepte et on investit sur du long terme. C'est mon avis. Les dividendes, ça vient ou ça ne vient pas, on accepte. On est là pour du long terme, n'est-ce pas? Mais la plupart des gens sur la BRVM ne sont pas de cet avis-là, malheureusement. Ouais, comme je le disais tantôt, c'est sur la BRVM, j'ai constaté qu'il y avait 3 catégories de personnes. Les long-termistes purs et durs, les dividendistes, qui sont là que pour 1 an, c'est-à-dire que pour le prochain dividende. Et s'ils n'ont pas leur dividende, mais alors vous allez les sentir. Et les traders, hein, qui ne sont là que pour la semaine prochaine. Donc, chacun a sa stratégie, chacun a son point de vue sur le marché et il faut pouvoir l'accepter. Ceux qui ne tolèrent pas qu'on ne leur paye pas des dividendes, il faut pouvoir accepter leur point de vue. Et ceux qui veulent acheter aujourd'hui et revendre la semaine prochaine, il faut accepter aussi leur point de vue.